Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'est pas surprenant d'aborder la question de l'évolution de la figure de l'avocat, être hybride entre opérateur économique et professionnel de la défense dans un colloque intitulé Droit, marchandisation, enfin marchandise ou bien commun. Et je remercie l'Université Saint-Louis. Je remercie également l'ASM de l'avoir organisé et de m'avoir une nouvelle fois permis de m'angoisser sur l'avenir de la profession d'avocat et sans doute aussi sur l'évolution de la production du droit. Quand je me suis penché sur cette question, je me suis rappelé un court texte de Paul Martens. Alors, ce qui était amusant d'ailleurs dans ce texte de Paul Martens, qui est un avertissement à l'avocat, peut-être un avertissement aussi par rapport au mode de production du droit. Et ce qui est amusant, c'est que ce texte a été repris dans les rapports de Patrick Henry et de Patrick Hofstreusler sur la vie et la profession d'avocat qui a été remis au ministre Gaines, et que ce texte était placé en préambule de la réflexion sur les incompatibilités et donc sur une sorte de volonté de libéralisation en retirant les incompatibilités de la profession d'avocat. Ce texte était mis en préambule pour être après contesté dans le cadre du cœur du texte, et ce n'était donc pas surprenant, mais je trouve ce texte d'une grande actualité. Je vous propose d'aborder les choses en 3 étapes. La première étape, c'est de savoir est-ce que l'avocat est un producteur de droit et dans quelles conditions. Parce que si on se pose la question de savoir de l'incidence de l'avocat entrepreneur sur la production du droit, il faut savoir s'il est producteur de droit. Le deuxième volet, c'est de savoir quelles sont les incidences que peut avoir l'évolution de l'avocat et de son assimilation à l'entreprise par rapport à son rôle de producteur de droit. Et la troisième partie de mon exposé, et j'espère ne pas prendre trop de votre temps, ce sera de prendre quelques illustrations sur les problématiques actuelles et la recherche d'équilibre assez complexe qu'il peut exister. La profession d'avocat est ancienne. L'origine des règles professionnelles remonte à une époque où il aurait paru inconvenant à un avocat de se comparer à un entrepreneur. Il aurait paru inconvenant de parler du droit en termes de marché. L'avocat était considéré comme un notable, qu'on honorait et dont l'autorité sociale s'imposait. Il est actuellement devenu un entrepreneur dont la responsabilité économique est un impératif et dont la crédibilité doit se conquérir. Parler de l'avocat entrepreneur est très régulier maintenant, vous le voyez certainement, il y a beaucoup de colloques qui fleurissent, beaucoup de textes qui fleurissent, notamment sur les adaptations nécessaires de sa déontologie. Peut-être que parler de l'impact de l'avocat entrepreneur sur la production du droit est moins fréquent, et c'est pourtant une évolution et une problématique qui me paraît extrêmement utile, notamment, c'est même devenu essentiel, me semble-t-il, au regard notamment du contrôle de proportionnalité imposé aux États par la directive 2018-958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, auquel l'État belge va devoir se conforter pour 2020, et où finalement c'est cette question qui va se poser dans le rapport entre la libre concurrence et l'intérêt général auquel l'avocat contribue. Je vous passerai très rapidement sur la question de savoir en quoi le juge est un producteur de droit, d'une part parce que ceci a déjà été abordé et puis ceci est connu. Le juge applique la loi à un conflit humain, il l'interprète, il le fait évoluer, il le corrige pour une notion d'équité, il l'applique à des situations nouvelles, il la complète, voire il la dénie en s'en référant à des normes supérieures. C'est tout le travail du juge. Je dirais que c'est produire un droit humanisé. Et pour produire ce droit humanisé, l'administration de la justice, dans un État démocratique, doit satisfaire à différentes conditions que l'on connaît. Elle doit être accessible à tous les citoyens, sans distinction sociale ou barrage financier.
et elle doit être équitable et respectueuse des droits individuels de chaque partie pour tenter d'être juste. À défaut, l'administration de la justice serait une machine plus destructrice que normalisatrice, plus déshumanisante qu'humaine. Et si l'administration de la justice se fonde sur un droit d'accès et sur une procédure équitable, il est nécessaire de permettre l'effectivité de ces droits, de ces conditions. Et pour cela, un professionnel n'est pas simplement utile, un professionnel est nécessaire pour assurer l'accès à un juge impartial et indépendant et pour assurer le caractère effectivement contradictoire, ainsi que pour assurer l'égalité des armes, malgré les différences socioculturelles des parties au procès. C'est à ça que l'avocat est investi. C'est ce rôle d'intermédiation, et c'est ce point sur lequel je vous invite à réfléchir, ce rôle d'intermédiation qui, et on sait que l'intermédiation n'est pas à la mode actuellement, n'est pas pour moi uniquement utile, il est nécessaire à l'administration de la justice, fondée sur la mise en place d'un débat réellement contradictoire. Évidemment, sur un modèle de la justice fondé sur le débat contradictoire. Et en cela, l'avocat est un acteur de justice, indispensable à l'administration de la justice, telle qu'elle est organisée dans un état de droit, fondé sur des valeurs humanistes et démocratiques. Il est un chaînon indispensable qui permet de générer une décision de justice respectueuse de chaque partie. Il est ainsi de manière directe un producteur de droit, tant dans son rôle de conseil que dans son rôle procédural. Je vous rappelle à cet égard, et je l'ai cité dans mes slides, mais vous le connaissez, l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2008, qui est intéressante, parce qu'il intègre dans cette sphère d'intermédiation nécessaire non seulement le rôle procédural de l'avocat, mais également son rôle de conseil, en estimant que le simple fait de pouvoir conseiller à un justiciable, de pouvoir accéder à un juge ou de ne pas avoir accédé à un juge, fait partie du rôle d'intermédiation nécessaire. Parce que c'est ça qui permet l'accès à la justice d'une manière qui est une manière fiable et pertinente. Et surtout, et ça on le verra par rapport aux conditions, si le conseil ne vise que l'intérêt exclusif du justiciable, j'y reviendrai. À côté de cette fonction singulière, l'avocat est devenu une entreprise, il l'était peut-être déjà, à laquelle le droit de la concurrence est applicable. C'est en effet un opérateur économique, et je ne vous rappelle pas les différents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment l'arrêt Wouters à cet égard. Cet avocat entrepreneur, la loi l'a consacré à dans de multiples aspects. Il lui applique la loi sur les pratiques du marché, il le fait entrer dans le Code de droit économique, en ce compris dans la loi sur l'insolvabilité. Vous savez que depuis le 1er mai 2018, l'avocat peut être déclaré en faillite. Il assujettit ses prestations à la TVA comme toute vente de produits ou de services. Il en fait un opérateur économique à part entière. La question est de savoir si l'application sans nuance du modèle de la libre concurrence applicable aux avocats n'est pas sans danger et est susceptible d'affecter sa fonction essentielle de défenseur, voire son existence même, et ainsi avoir des conséquences majeures sur la production du droit. À cet égard, les tâtonnements, on peut en discuter de son appréciation, en tout cas la politique de la Commission européenne est à cet égard assez révélatrice. Dès 2005, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne a décidé de promouvoir dans les pays membres de l'Union européenne la modernisation indispensable des services professionnels, comprenant les services juridico-judiciaires rendus par les avocats. Et la modernisation de ces services offerts par les professions libérales passe, selon la Commission, par une amplification de la concurrence sur les marchés, ceux-ci n'étant pas estimés suffisamment concurrentiels, car trop réglementés. Et nous tombons, on en a parlé tout à l'heure, dans le phénomène de la dérégulation. Les règles n'apparaissent plus, donc ce qui est régulé, n'apparaît plus protecteur de l'intérêt général, mais obstacle à la concurrence,
y ait ces effets prétendument bénéfiques sur lesquels on peut parler, sur lesquels on peut se pencher, et pour lesquels beaucoup d'économistes ont d'ailleurs déjà écrit. Mais on pourrait considérer cela comme un véritable renversement des valeurs, la force de la règle n'étant plus de protéger l'intérêt général, mais étant devenue obstacle. La Cour de justice de l'Union européenne va toutefois reconnaître que l'avocat est un acteur essentiel de la justice et que la discipline professionnelle se justifie en vue de la préservation de l'intérêt général. Et dans cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Reipers notamment, il est mentionné expressément que l'intérêt est l'intérêt de la justice. Ce n'est pas l'intérêt du justiciable. L'intérêt à préserver est l'intérêt de la justice, l'intérêt supérieur de la justice, ce qui justifie réglementation, ordre professionnel, discipline professionnelle. Mais dans lequel il est mentionné que cette préservation de l'intérêt général lié à l'intérêt supérieur de la justice, il faut que ces règles, que l'existence de l'ordre professionnel, que l'existence de la discipline professionnelle, le justifient. À défaut de justification, les règles n'ont plus de sens, en tout cas, doivent s'effacer derrière le principe, notamment de la liberté d'exercice professionnel. Cette justification est d'autant plus à l'ordre du jour depuis l'adoption de la directive dont que je vous ai mentionné tout à l'heure, la directive du 28 juin 2018, qui instaure ce contrôle de proportionnalité. Toute mesure susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice du libre choix de la profession doivent remplir 4 conditions qui sont reprises dans la directive. Elles doivent s'appliquer de manière non discriminatoire. Elles doivent être justifiées par des intérêts d'intérêt général, et il est mentionné que l'administration de la justice est un intérêt supérieur général. Il doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Particularité, c'est aux États à faire la preuve, dès le moment où ils prennent des mesures ou veulent prendre des mesures, du caractère justifié et proportionné de leurs exigences. La règle qu'ils veulent instituer doit être l'exception, le principe étant la liberté d'exercice. Et la directive va préciser un ensemble de points de tension sur lesquels les États doivent être particulièrement vigilants et doivent justifier le lien avec l'intérêt général. Et dans ces points de tension que je cite, que vous verrez sur le slide, mais vous constaterez que par rapport à la pression de l'avocat, il y a une série de points qui sont des points significatifs, qui sont liés à son mode d'organisation fondamental. Vous voyez que ça concerne l'accès à la profession, vous voyez que ça concerne la formation, vous voyez que ça concerne les activités réservées, donc les monopoles de représentation et de plaidoirie, la forme de l'exercice, la détention du capital, les incompatibilités, les publicités, les tarifs, voire même, et vous voyez les exigences d'affiliation obligatoire, l'existence ou non d'un ordre professionnel, voire les règles d'organisation de la profession, donc l'existence même de la déontologie. Donc tous les éléments qui sont des éléments fondateurs qui existent depuis de manière séculaire et qui ont évolué au fur et à mesure du temps et qui forment l'identité de l'avocat doivent faire l'objet actuellement d'un examen et d'une justification par rapport au principe de la liberté de concurrence. Pourtant, beaucoup de ces règles ont un seul réel objectif. Et c'est ce point sur lequel j'essaie d'attirer votre attention, à l'égard des avocats. C'est inspirer confiance et justifier cette confiance dans un modèle basé sur le procès équitable pour fonder son rôle d'intermédiaire nécessaire et les privilèges qui en sont la conséquence. L'avocat, ce n'est pas une condition superfétatoire, c'est une condition essentielle, doit mériter la confiance du justiciable pour permettre qu'il se confie, et du pouvoir judiciaire afin d'être un interlocuteur fiable et ainsi rendre l'intermédiation nécessaire.
Il doit dès lors se conformer à des obligations. Et la discipline professionnelle de l'avocat, consubstantielle à son intervention, le différencie ainsi de tous les autres professionnels. Cette confiance repose, à mon sens, sur 4 principes essentiels. Le principe d'intégrité, qui comprend les principes de dignité, délicatesse, de probité et de loyauté, qui sont repris dans le Code de déontologie. Le principe de fiabilité, qui comprend l'obligation de formation et l'obligation de diligence. Le principe de l'intérêt supérieur du justiciable, qui privilégie l'obligation de défense ou tout autre intérêt. Je vous donne, par exemple, à titre d'illustration, la commission d'office. Un avocat peut être commis d'office et devoir intervenir pour assurer la défense. Ou le principe de continuité. Un avocat ne peut pas se désister de la défense, même s'il n'est plus payé, même s'il est en brise-brouille avec son client, si jamais cela est préjudiciable, parce que ça interviendrait par exemple une veille d'audience. Et le principe d'indépendance, qui est lié à la fonction de défenseur de l'avocat. Le juge doit savoir que l'avocat n'est pas inféodé à son client, sinon son discours ne serait pas crédible, et le client doit savoir que l'avocat n'a pas d'autre intérêt que sa défense, ni d'autre contrainte que son assistance, sinon il ne se confie pas. Et à défaut de respect de ces principes, il n'y a pas de confiance possible, et l'avocat alors risque d'être considéré uniquement comme un intermédiaire utile, comme tout autre professionnel, mais plus un intermédiaire nécessaire. Il y a des pressions dont on a parlé tout à l'heure, de la concurrence, des pressions qui sont des pressions externes. Il ne faut pas se cacher qu'il y a des pressions également internes par rapport au respect de ces différents principes. On peut l'expliquer, la raison pour laquelle il y a des pressions internes au sein même des avocats, d'une part parce que dans le cadre concurrentiel, les avocats sont concurrencés par d'autres professionnels du droit, dans des domaines certes périphériques à la fonction de défense, mais qui ont des incidences sur la manière de l'exercer. Il y a des pressions qui sont liées aux nouvelles technologies, à la privatisation des moyens de nouvelles technologies et aux besoins d'investissement qui nécessitent d'avoir une plus grande libéralisation. Et il y a également le fait que les avocats sont un groupe hétérogène, il faut s'en rendre compte, avec de multiples activités. Il y a des avocats qui ne sont en rien liés au judiciaire, il y a des avocats qui ont une activité, qui sont des activités dans d'autres cultures juridiques, et il y en a d'autres qui exécutent des mandats et qui ne sont donc pas, qui n'assurent pas en tant que tels des fonctions de défense. Il n'est donc pas aisé d'avoir un discours qui soit un discours cohérent, ni de défendre un modèle qui n'est pas unanimement partagé, ou définir des enjeux qui ne sont pas convergents. Il y a également une autre pression sur laquelle j'attire votre attention, et surtout par rapport à un panel de magistrats. C'est un peu la pression que je vais appeler utilitariste. La recherche d'efficacité, notion très entrepreneuriale, est également brandie pour s'affranchir de principes considérés comme paralysants ou trop contraignants. Il est devenu fréquent de confondre rapidité et efficacité, production et qualité, intervention directe et proximité. Une justice efficace n'est pourtant pas nécessairement une justice rapide, c'est une justice comprise, et le nombre de jugements produits est un critère moins révélateur en termes d'efficacité que le nombre de jugements acceptés. Je ne vous parlerai pas, parce que je n'en ai pas suffisamment le temps. Voilà, il me reste 5 minutes, donc je vous parle 3 minutes. En bon avocat, je vous dis 5 minutes. Je ne vous parlerai donc pas de la réforme du ministre de la Justice, mais je parlerai plutôt de l'attitude que peut-être qu'avoir certains magistrats qui finalement rêveraient d'avoir un contact direct avec le justiciable, de pouvoir modifier la demande et pouvoir dicter les délais comme ils l'entendent, et donc d'intervenir sans intermédiation. Okay. Je les invite à réfléchir également sur le mode de production du droit qu'ils privilégient à partir du moment où cette intermédiation n'existerait pas, en vous rappelant mon propos initial, qui était de vous dire que cette intermédiation, elle permet de rétablir l'égalité des armes. Et que le contact direct ne permet pas nécessairement de rétablir l'égalité des armes. Et c'est une pression qui porte aussi sur, finalement, sur la question de savoir si l'avocat est un intermédiaire nécessaire. J'en arrive à 3 illustrations, une par minute, si je comprends bien. Pour vous indiquer à quel point cette recherche d'équilibre peut être compliquée sur 3 points. Un point sur une illustration sur un principe, liberté ou reconnaissance. Dans le rapport sur l'avenir de la profession d'avocat,
un objectif avoué, de manière qui est donc le rapport sur l'avenir de la profession d'avocat qui était déposé auprès du ministre Gaines, un objectif avoué était de faire sauter les verrous. C'était mentionné à de nombreuses reprises. Présent dans le code judiciaire pour permettre finalement au corps professionnel d'être davantage maître de son futur, intention a priori louable, et dont les manifestations concrètes visaient le régime des incompatibilités et les différentes interdictions ou prescriptions imposées à l'avocat par le législateur. Mais faire sauter les verrous, c'est aussi faire sauter les balises. C'est faire exploser le cadre qui détermine le rôle singulier de l'avocat. C'est réduire la reconnaissance sociale de sa fonction. C'est risquer de le fragiliser en le banalisant. L'avocat entrepreneur en sort libéré. L'avocat acteur judiciaire peut en sortir affaibli. Et je me permets de vous rappeler à cet égard l'arrêt de la Cour constitutionnelle que vous trouverez dans le syllabus, enfin dans le livre qui sera publié, mais qui mentionne que pour la sauvegarde du secret professionnel, le lien avec finalement ce qui est le cadre dans le code judiciaire est essentiel. C'est l'arrêt de 2013, du 26 septembre 2013. Un deuxième point, c'est la délicate matière du prix des services, qui est également démonstratrice par rapport à une illustration sur un choix, privilégier l'économique ou l'intérêt supérieur du justiciable. Le fait qu'au niveau des prix, les avocats ont dû s'adapter au niveau de la transparence en intégrant la loi sur les pratiques du marché n'est en rien incompatible avec les principes qui fondent son intervention. Maintenant, la pression va plus loin. Le courant existe qui plaide pour une contractualisation pure et simple et l'abandon du principe inscrit dans le Code judiciaire de la juste modération, l'article 446 ter du Code judiciaire, qui prévoit que l'avocat, indépendamment des conventions signées, indépendamment des prestations accomplies, doit tenir compte d'une juste modération, du principe d'une juste modération, et donc doit adapter ses honoraires en fonction de l'enjeu du dossier ou de la situation du client. C'est totalement incompatible avec une vision entrepreneuriale, avec une vision de prévisibilité financière, avec une vision de rentabilité économique. Mais c'est évidemment totalement en phase avec l'accès à la justice. La seule raison de cette obligation est de permettre un meilleur accès à la justice, de permettre à des gens qui ne pourraient pas avoir accès, d'y avoir accès grâce au principe de la juste modération. Et le fait donc d'abandonner cette règle-là a donc des incidences sur l'avocat acteur judiciaire. La question est la même pour le pacte d'ecotalitis. Lier le prix du service exclusivement aux résultats obtenus a des incidences tant sur l'accès au juge que sur l'indépendance de l'avocat. Faire de l'avocat le premier juge d'un dossier et l'inciter à n'introduire une procédure qu'à partir du moment où il a des chances tellement importantes de succès qu'il peut lui-même prendre le risque financier de l'introduction de la procédure, a une conséquence sur l'accès à la justice. Ça peut améliorer l'input quand on parle de le vocabulaire utilisé actuellement au niveau de l'administration de la justice. Ça peut sans doute réduire l'input, mais ce n'est certainement pas en phase avec un accès ouvert à la justice. Cela a également un impact sur l'indépendance de l'avocat, mais je n'ai pas le temps de vous le développer. J'avais un troisième point, mais je n'ai pas le temps de le développer non plus, concernant la problématique de l'indépendance et surtout du contenu de l'indépendance de l'avocat. Mais pour terminer et pour clôturer, je souhaitais pouvoir conclure en vous indiquant que l'évolution de la figure de l'avocat entrepreneur peut avoir des incidences sur la production du droit dès lors que sa crédibilité comme acteur judiciaire serait affectée. Il est pour moi extrêmement important de se rendre compte que la crédibilité doit se gagner, que la confiance doit se gagner, et que dès lors, au lieu de déréguler, il y a lieu de renforcer les principes déontologiques. Et dans la mesure où ces spécificités se dilueraient, cela aurait également un impact sur la production d'un droit humanisé.
Vous voyez sur le dernier slide une prévision de monsieur le bâtonnier Jacquian, il y a bien longtemps, en 2004, qui disait ceci: seule une détermination irréductible et permanente à vouloir préserver ses valeurs morales pourrait maintenir l'identité de la profession. C'est en rappelant à l'avocat ses servitudes déontologiques et ses dimensions éthiques que la profession pourra triompher des mirages mercantiles et conquérir dans la rude compétition qui l'oppose à d'autres professions du droit la confiance du client. C'est le défi qu'il appartient aux autorités de l'ordre de relever sans faiblesse jour après jour. Espérons que cette détermination reste suffisamment comprise pour contrebalancer la force du marché qui entraîne l'avocat entrepreneur vers une dilution de son identité et l'expose à défendre moins pour fournir plus. Je vous remercie.